À l'automne 2015, la guerre en Afghanistan était entrée dans une phase plus calme et incertaine. La mission de l'OTAN, autrefois forte de centaines de milliers de soldats, était presque achevée. La plupart des forces étrangères s'étaient de retirer. Ce qui restait était un gouvernement afghan fragile, soutenu par l'aide internationale, tenant bon face à une insurrection tenace qui refusait de disparaître. Les talibans avaient été repoussés vers les marges, dans les vallées rurales, les cols montagneux et l'arrière-pays d'un pays épuisé par des décennies de conflits. Dans les grandes villes comme Kaboul, Kandahar et Herat, la vie continuait. Le gouvernement tenait bon, et beaucoup osaient de croire que le pire était passé. Mais, dans le nord, loin des couloirs du pouvoir et de l'attention internationale, la ville de Kondoz se dressait comme un avant-poste isolé à la lisière de la stabilité, une porte d'entrée vers l'Asie centrale. Sa position était stratégique, son destin précaire. Les rumeurs d'activité talibane s'étaient intensifiées ces derniers mois. Il y avait des rumeurs de combattants se déplaçant à travers la campagne, de cellules dormantes attendant un signal. Peu avant l'aube, une matinée de fin septembre, le silence s'est rompu à Kunduz. Un assaut soudain, coordonné et impitoyable allait pousser les forces afghanes à leurs limites. Cette attaque contre Kunduz était-elle une démonstration de force des talibans ou une ultime tentative désespérée de prise de contrôle? Le dernier baroud d'honneur pour les talibans? Bienvenue dans Guerre du monde. Au début des années 2010, les talibans avaient commencé à montrer des signes inquiétants de résurgence à travers l'Afghanistan après avoir été chassés du pouvoir en 2001. L'insurrection était depuis longtemps centrée sur Kandahar, son berceau spirituel, et sur la capitale afghane, Kaboul, où les attentats suicides et les attaques ciblant des personnalités de haut rang maintenaient fermement l'attention internationale et locale. Par exemple, l'attaque de juin 2015 contre le Parlement de Kaboul a démontré la capacité continue des talibans à frapper au cœur du pouvoir de manière hautement symbolique. Les discussions sur la sécurité restaient massivement centrées sur la protection de Kaboul et des bastions du sud, tandis que le nord du pays était de plus en plus négligé et les déploiements de la Force internationale d'assistance à la sécurité. Le Force internationale d'assistance à la sécurité dans le nord demeurait limité. Cela a montré des failles dans la sécurité afghane. Les insurgés ont pu s'organiser, les checkpoints ont augmenté et les chefs de guerre ont comblé le vide. La mission de combat de l'OTAN s'est terminée en décembre 2014, dissolvant la Force internationale d'assistance à la sécurité après 13 ans. Elle a été remplacée par la mission d'assistance Resolute Support, plus réduite, limitée à la formation, au conseil, à l'assistance et à la protection des conseillers, mais interdite de tout combat en première ligne. Environ 13 000 soldats de la coalition, dont 10 000 Américains, sont restés, mais sans autonomie d'intervention, sauf en cas de menace directe. Ce changement a créé un vide dangereux dans le contrôle. Les talibans ont commencé une réorientation stratégique en 2010, lorsque leurs forces ont été délibérément redéployées dans les provinces du Nord. Les insurgés se sont déplacés de leurs bastions du sud vers des régions comme Kunduz, Baghlan et Badakhshan dans le but de démontrer leur portée et leur influence. Au moment où les forces de combat internationales se sont retirées, le nord était passé d'une région principalement paisible à une zone remplie de points de contrôle insurgés, de recrutement et d'opérations clandestines. Dès avril 2015, les talibans ont mené des offensives de reconnaissance près de Kunduz. Un rapport indique qu'en mai, certaines zones du district de Shadara étaient âprement disputées, forçant le gouvernement à s'appuyer sur les milices Arbaki, puis la police locale afghane pour tenir la position. Les forces de sécurité afghanes ont repoussé les talibans, mais n'ont jamais maintenu leur présence. Quelques mois plus tard, les talibans sont revenus dans des districts auparavant sécurisés. À l'été 2015, le contrôle de la province de Kunduz était devenu un patchwork, les loyautés des civils et des milices changeant au fur et à mesure que les postes de contrôle talibans se rapprochaient de plus en plus. Pendant cette période, il y avait eu des signes avant-coureurs qui ont été ignorés. L'analyste Michael Kugelman a noté « Les talibans surveillaient la ville depuis des mois. Donc, sa prise par les insurgés montre une incapacité ou un manque de volonté des forces afghanes à anticiper cette menace. » Le leadership militaire et politique afghan, fragmenté, y compris l'absence d'un ministre de la Défense confirmé, signifiait que des décisions clés étaient retardées ou n'étaient jamais prises du tout.
Les commandants talibans ont exploité ces failles pour implanter discrètement des cellules dormantes à Kunduz. En lançant des attaques depuis les districts de Shardara, Aliabad, Kanabad et Imam Sahib, ils ont effectivement encerclé la ville, attendant le siège à venir. À l'automne 2015, la faiblesse de l'OTAN, la fragilité du commandement afghan et le regain d'activité taliban avaient créé une tempête parfaite. Le nord, autrefois négligé, était devenu un point de pression, avec Kunduz en son épicentre. Alors que le monde était focalisé sur Kaboul et Kandahar, les insurgés du Nord préparaient leur base d'opération et Kunduz, longtemps considéré comme sûr, allait en payer le prix. Au petit matin du 28 septembre 2015, alors que l'obscurité précédant l'aube pesait sur Kunduz, les insurgés talibans ont lancé une attaque méticuleusement coordonnée. Leur attaque est venue d'au moins 3 directions, Shardara à l'ouest, Aliabad au sud, Kanabad à l'est et Imam Sahib au nord, signalant une convergence stratégique rare dans le conflit afghan. En quelques heures, les accès nord et sud de la ville étaient harcelés par des postes ennemis, perturbant mouvement et ravitaillement du gouvernement. Les talibans ont employé des cellules dormantes et des tactiques de mules. Profitant de colonnes en progression, ils ont envahi la ville, libérant des centaines de détenus de la prison provinciale et attaquant rapidement postes de police et bases militaires. Cette opération Blitzkrieg a surpris de nombreux membres des forces de sécurité afghanes. Bien qu'il y ait environ 7000 soldats et policiers afghans dans la ville, dépassant largement les 500 à 1000 assaillants talibans estimés, de nombreuses unités se sont effondrées rapidement, abandonnant leurs postes alors que les combats urbains éclataient. Les forces gouvernementales en déroute, les derniers défenseurs se sont regroupés autour de l'aéroport de Kunduz, une enclave de résistance à la périphérie ouest de la ville. Des centaines de policiers, militaires et civils s'y sont réfugiés pour se protéger. De nombreux rapports ont rapidement fait état de familles refoulées aux portes de l'aéroport, beaucoup étant contraintes de rester piégées dans des quartiers contrôlés par les talibans. Dans l'après-midi, les talibans ont affirmé leur défi en hissant leur drapeau blanc sur la place Chouk, marquant leur première prise d'une capitale provinciale afghane depuis 2001. Ils ont défilé en SUV de police, pris des selfies au bureau du gouverneur et hissé leurs bannières sur les bâtiments gouvernementaux. Une banque, un hôpital, un commissariat, c'était une déclaration glaçante de la domination talibane. Les civils, quant à eux, étaient laissés dans un état de peur et d'incertitude. Les rues étaient en grande partie désertes, les maisons verrouillées et silencieuses. Un reportage d'Al Jazeera expliquait, je cite, « La ville de Kunduz était confinée. Les rues de la ville étaient désertes, les habitants s'étant barricadés chez eux. Des combats violents secouaient la ville, les routes bloquées et des postes de police encerclés par les talibans. » Fin de citation. Un habitant, joint par téléphone par le Guardian alors que des tirs retentissaient, a déclaré « Pour l'instant, il semble que l'armée ne combat même pas. » Et en océan, laser. Les civils ne peuvent pas sortir. Les talibans ne le leur permettent pas. Fin de citation. Les hôpitaux étaient débordés de blessés pris dans les rues et les tirs croisés. Un centre de Médecins sans frontières a reçu 66 blessés graves le premier jour, dont 8 déjà décédés à l'arrivée. Dans l'aéroport, tension et désespoir montaient. Les forces afghanes, aidées par des opérations spéciales américaines et un soutien aérien, préparaient une contre-attaque. Mais l'aéroport était bloqué, les routes minées, des snipers talibans guettaient sur les crêtes et le moral des troupes assiégées chutait. Des renforts venus d'autres provinces tentaient désespérément de briser l'encerclement. Mais ils étaient ralentis par des embuscades d'insurgés et des bombes artisanales sur les routes. À la tombée de la nuit, le contrôle des talibans sur Kunduz semblait consolidé. Ils ont fouillé les bureaux gouvernementaux, libéré leurs alliés, sécurisé les armes et pillé les banques pour un gain financier. Le soutien tribal et civil complice fluctuait. Certains habitants se sont soumis par peur, tandis que d'autres,
affirme que les talibans ne les menacent pas actuellement et incite les commerces à rester ouverts et la vie à reprendre. Ce n'était pas juste un raid d'insurgés, mais une véritable prise de contrôle. Kunduz était tombé avec peu de résistance, montrant non seulement un échec militaire, mais aussi un effondrement systémique, avec un leadership défaillant, une communication brisée et des sous-estimations généralisées. À leur arrivée en ville, les journalistes ont filmé des talibans circulant librement, des hôpitaux saturés et des civils trop terrifiés pour sortir. La ville était passée aux mains des talibans, non pas contestée ou assiégée, mais simplement prise. Avec les talibans désormais fermement aux commandes de Kunduz, les forces gouvernementales afghanes restantes ont été repoussées vers une position défensive précaire à l'aéroport de Kunduz. Des renforts ont été déployés en urgence, environ 5000 soldats afghans, avec des milices locales et des unités spéciales convergeant vers le périmètre, dans l'espoir de lancer une contre-attaque. Mais les talibans avaient anticipé ce mouvement. Les routes principales étaient remplies d'engins explosifs improvisés et de points de contrôle insurgés, ralentissant les convois gouvernementaux à une allure d'escargot. Tard dans la soirée du 29 septembre, les forces afghanes, déjà épuisées, peinaient à s'organiser. Le président Ashraf Ghani a appelé au calme et a déclaré que son gouvernement se mobilisait pour reprendre la ville. Mais les commandants locaux ont admis qu'ils ne faisaient que défendre, manquant de volonté ou de ressources pour attaquer. Le chef de district Mohammad Zahir Niazi a déclaré « Nous avons assez de force contre les talibans, mais il manque la volonté et la détermination pour se battre. » C'est à ce moment critique que les forces américaines et de l'OTAN sont intervenues de manière plus énergique. Dans la nuit du 30 septembre, les équipes de conseillers des forces spéciales américaines à l'aéroport ont été directement attaquées. Le colonel Brian Trebus, porte-parole de la mission Resolute Support, a indiqué qu'ils ont riposté en légitime défense et qu'environ 100 opérateurs spéciaux américains ont aidé les soldats afghans, lors d'un des premiers engagements au sol depuis 2400. 3 frappes aériennes ont visé ce soir-là des chars talibans capturés et une réunion de commandants insurgés, stoppant une brèche imminente. Pendant ce temps, des combats urbains faisaient rage à travers Kunduz. Les forces spéciales afghanes, appuyées par l'OTAN et l'aviation, ont mené des raids sporadiques sur la ville. Pris entre deux feux, les civils étaient effrayés. Un habitant a raconté son expérience à CNN. « Nous ne savons pas quoi faire ni où aller. J'étais près du rond-point principal de Kunduz lorsque les combats entre les forces gouvernementales et les talibans sont devenus intenses et les combattants talibans ripostaient à quelques mètres de moi. Je courais vers un abri quand un éclat d'obus a blessé ma main. » Fin de citation. Il a ensuite expliqué que les magasins avaient été fermés, qu'il y avait une coupure de courant dans toute la ville et qu'il devenait difficile de trouver de la nourriture. Il a ensuite noté que Kunduz était devenue une ville fantôme. En périphérie de la ville, il faut particulièrement noter la bataille de Boz-Kandahari. Une patrouille conjointe américano-afghane, agissant sur la base de renseignements concernant un point de rassemblement des talibans, a été encerclée. Lorsque les insurgés ont tiré depuis plusieurs directions, les troupes de la coalition ont demandé des frappes aériennes de C-130 et d'hélicoptères Apache pour se dégager, subissant des pertes, mais repoussant les insurgés. Ces poches de combat ont marqué la lutte pour le contrôle de la ville, montrant l'adaptabilité des talibans et la dépendance des forces afghanes à la puissance aérienne. Les talibans n'étaient pas non plus passifs. Ils ont lancé des contre-offensives. Alors que les troupes afghanes progressaient, les militants contre-attaquaient avec des embuscades et des bombes artisanales. Un commandant taliban a reconnu que leur tactique consistait à disperser les forces afghanes en attaquant sur plusieurs fronts pour perturber la défense. Dans le chaos, le commandement et le contrôle se sont souvent effondrés. Des unités ont été isolées, des camions de ravitaillement ont fait demi-tour et les communications ont échoué. Au 1er octobre, les forces afghanes avaient repris les bâtiments gouvernementaux et une partie du centre-ville, avec l'aide du soutien aérien américain et de conseillers sur le terrain. Sadiq Sadiki, porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur, a affirmé que les talibans avaient subi de lourdes pertes et étaient repoussés vers la périphérie.
La bataille restait incertaine. Au lieu d'une percée rapide, elle a mené à des opérations de nettoyage quartier par quartier. Des sources militaires ont signalé des tirs isolés jusque tard dans la nuit. Les forces spéciales et conseillers militaires guidant les unités afghanes lors de fouilles maison par maison. L'aéroport est resté l'ancrage stratégique. Sans lui, reprendre la ville serait impossible. Pour les civils afghans, les combats ont semé panique et privation. Al Jazeera a rapporté qu'au moins 110 à 200 civils ont été tués ou blessés, les hôpitaux débordant et des milliers de personnes fuyant. Sadiqa Chiza, responsable d'une radio locale, l'a déclaré « Nous avons peur de sortir, peur d'être battus par les talibans. Il n'y a ni électricité, ni eau, et toutes les boutiques de rationnement sont fermées. » Fin de citation. À la fin du 1er octobre, les forces afghanes, bien que meurtries et éprouvées, avaient repris le contrôle de la majeure partie de la ville de Kunduz. Mais ce progrès durement acquis a eu un prix. Des combats urbains fragmentés, un moral érodé, une dépendance aux conseillers étrangers et une population civile profondément affectée. Les combats allaient se poursuivre sporadiquement jusqu'à la mi-octobre, mais ce sont les événements de ces premiers jours, la contre-attaque désespérée depuis l'aéroport, l'arrivée des forces spéciales américaines de Syrian et la violence de rue en rue qui allaient définir le siège. Cela a mis à nu à la fois les faiblesses qui est de l'armée afghane et l'ampleur de leur dépendance au soutien international pour survivre. Cependant, ce sont bientôt les actions menées par l'armée américaine qui allaient braquer les projecteurs sur Kunduz, suscitant l'attention et l'indignation internationale. Tôt le 3 octobre 2015, alors que les forces afghanes appuyées par des conseillers américains avançaient à Kunduz, des renseignements signalaient que des talibans étaient retranchés dans un complexe en périphérie ouest, utilisé comme centre de commandement ou dépôt d'armes. Les planificateurs militaires américains ont autorisé une frappe depuis un avion de combat, 130 U-Spectre, avion de combat de précision pour l'appui aérien rapproché en zone urbaine. L'objectif était d'éliminer les positions des insurgés et de protéger les troupes afghanes en progression près du bâtiment de la Direction nationale de la sécurité. L'équipage du canonnière américaine aurait reçu les coordonnées et une description de la cible par les forces spéciales afghanes. Cependant, ces renseignements se sont révélés fatalement erronés. L'appareil a survolé le centre-est de Kunduz peu avant 6 heures du matin, heure locale. Le système de navigation était en panne, les communications coupées, et l'équipage pensait avoir été touché par une roquette, les forçant à changer de trajectoire. Dans cette confusion, ils ont confondu le centre de traumatologie de Médecins sans frontières, ou Médecins sans frontières, un hôpital de Médecins sans frontières situé à environ 300 mètres de la cible prévue, avec le complexe ennemi décrit dans le briefing de la mission. Entre 0608 et 0715, le gunship a déchaîné un barrage de tirs de canon de 105 mm sur l'hôpital, pilonnant l'établissement pendant plus d'1 heure et tirant un total de 211 obus. L'explosion a détruit l'unité de soins intensifs, les blocs opératoires et les salles où 105 patients et 80 membres du personnel s'étaient réfugiés. Le personnel et les patients étaient piégés dans un cauchemar. Médecins sans frontières décrit la scène déchirante, je cite « Nos patients m'ont brûlé dans leur lit. Notre personnel médical a été décapité ou amputé. D'autres ont été abattus depuis les airs alors qu'ils fuyaient le bâtiment en flammes. » Fin de citation. Ayman Nagaratnam, responsable des programmes Médecins sans frontières dans le nord de l'Afghanistan, raconte comment les survivants se précipitaient vers les bunkers sous les bombardements. Citation « Les bombes sont tombées, puis l'avion a tourné autour. Après une pause, d'autres bombes sont tombées, à plusieurs reprises. En sortant du bureau, le bâtiment principal de l'hôpital était en flammes. Ceux qui le pouvaient se sont rapidement réfugiés dans les 2 bunkers du bâtiment pour se mettre en sécurité. Mais les patients qui n'ont pas pu s'échapper ont brûlé vifs alors qu'ils étaient allongés dans leur lit. Fin de citation. Lorsque la frappe aérienne a pris fin à 07h15, au moins 42 personnes étaient mortes, dont 24 patients, 14 membres du personnel et 4 autres civils, avec des dizaines d'autres blessés.
Avant l'attaque, l'hôpital avait méticuleusement partagé à plusieurs reprises ses coordonnées système de positionnement global avec les autorités américaines, afghanes et de l'OTAN. Médecins sans frontières a précisé qu'il n'y avait que des civils blessés à l'intérieur et qu'aucun combattant taliban n'utilisait l'établissement comme couverture. Malgré ces précautions, le bombardement a quand même eu lieu. Plusieurs appels de détresse urgents ont même été lancés par le personnel de Médecins sans frontières au quartier général de Resolute Support. Mais malgré cela, le bombardement n'a pas cessé. L'attaque a duré 17 minutes après le premier avertissement reçu au quartier général militaire. Pourtant, à ce moment-là, l'avion de combat 130 avait terminé sa frappe. Médecins sans frontières a dénoncé l'attaque comme un crime de guerre et a exigé une enquête indépendante. Une enquête officielle de l'armée américaine a eu lieu en novembre, dirigée par le général John Campbell. Il a qualifié l'événement d'erreur tragique, attribuant la catastrophe, je cite, « à une erreur humaine aggravée par des défaillances des systèmes et des procédures ». Fin de citation. Il mentionne aussi des coordonnées de cibles erronées, des communications défaillantes et l'absence de données d'interdiction de tir à bord. L'enquête a révélé que, même si les forces afghanes avaient demandé un soutien contre les talibans près de l'hôpital, la décision de bombarder la zone fut prise et exécutée par les États-Unis sans connaissance complète de la situation. La réaction internationale a été furieuse et les conséquences ont été immédiates. Médecins sans frontières a évacué tout son personnel et fermé son seul hôpital de traumatologie dans le nord-est de l'Afghanistan. Le directeur général de Médecins sans frontières, Christopher Stokes, a déclaré, je cite, « Il semble que 30 personnes ont été tuées et que des centaines de milliers de personnes se voient refuser des soins vitaux à Kunduz simplement parce que l'hôpital de Médecins sans frontières était le plus grand bâtiment proche d'un champ ouvert et correspondait à peu près à la description d'une cible visée. » Les autorités américaines ont immobilisé l'équipage et détenu les membres des opérations spéciales en attendant de nouvelles mesures. Malgré les excuses du président Obama et la publication de rapports internes, Médecins sans frontières a soutenu que l'enquête militaire était insuffisante et a exigé une enquête indépendante de la Commission internationale d'établissement des faits en matière humanitaire. Le bombardement de l'hôpital de Kunduz a fait bien plus que détruire un bâtiment. Il a sapé la confiance dans le respect du droit international humanitaire par la coalition. Il a paralysé le soutien médical aux blessés et a jeté une ombre durable sur les futures opérations humanitaires dans les zones de conflit à travers l'Afghanistan et au-delà. Mi-octobre 2015, après 2 semaines de combat, les forces afghanes, aidées par l'aviation et des conseillers américains, avaient en grande partie repris Kunduz. Les troupes gouvernementales ont gardé le contrôle de la majorité des quartiers, tandis que les insurgés se sont retirés vers leurs bastions ruraux à mesure que les talibans quittèrent la ville. Le récit officiel célébrait une victoire, mais à ce moment-là, les dégâts étaient déjà faits. Les conséquences incluaient d'importants coûts humains et matériels. Selon les évaluations de l'Organisation des Nations Unies, au moins 848 civils ont été tués ou blessés pendant le siège. Des quartiers entiers étaient en ruine. Magasins, écoles et maisons réduits en décombres. L'Organisation des Nations Unies a aussi indiqué que plus de 100 000 personnes ont fui, certaines vers les provinces voisines, d'autres regroupées dans des camps de déplacés internes dans des conditions difficiles. Les dégâts aux infrastructures ont accentué l'impact sur ce centre nord autrefois animé. Dans le même temps, les talibans ont rapidement revendiqué l'attaque contre Kunduz comme une victoire. Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans, s'est vanté en disant que l'attaque avait atteint nos objectifs, puis il a ajouté que les talibans avaient pu libérer des centaines de combattants de la prison de Kunduz et que les talibans s'étaient de retirer afin de protéger les civils de nouvelles frappes aériennes américaines. Des images de drapeaux blancs sur les institutions capturées ont largement circulé en ligne. Les armes capturées, les coffres de banque pillés et la publicité sur les terrains de parade ont alimenté la propagande des insurgés. Et pour de nombreux observateurs, Kunduz est apparu comme un tournant psychologique, un symbole puissant de la résilience des talibans. Les analystes étaient partagés.
Certains voyaient Kunduz comme un succès bref et local, un raid vite repoussé par les forces afghanes soutenues internationalement. D'autres ont tiré la sonnette d'alarme. Brookings a qualifié la gouvernance temporaire des talibans de violation notable de province, avertissant qu'elle risquait de provoquer une onde de choc dans tout le nord de l'Afghanistan. Avec le recul, le siège de Kunduz n'a pas marqué la dernière résistance des talibans. Au contraire, c'était un présage. Les insurgés allaient continuer à lancer des assauts contre les capitales provinciales Hérat, Lashkar-Gah et même Kaboul. Et en août 2021, ils allaient reprendre Kunduz à nouveau, quelques jours seulement, avant de submerger le gouvernement afghan et de s'emparer de Kaboul elle-même. La perte temporaire de Kunduz en 2015 annonçait simplement un effondrement plus large. Pour qui Kunduz était-il le dernier bastion? Certainement pas les talibans. Il reviendrait plus fort. On pourrait peut-être dire que c'était plus proche d'une dernière résistance pour le gouvernement afghan et un sombre aperçu de ce qui allait arriver. Malgré leur retrait sous pression, les talibans ont profité de cette brève occupation pour montrer leur force et l'étendue de leur organisation. Les événements de Kunduz en 2015 n'étaient pas les derniers chapitres pour les insurgés, mais une première ébauche de la fin qui restait à venir. La brève occupation de 2015 serait en réalité un précurseur de la victoire des talibans sur Kunduz en 2021, suivi de l'effondrement du gouvernement afghan et de la prise de pouvoir des talibans à Kaboul. Alors, où en est l'Afghanistan aujourd'hui? Actuellement, les talibans restent fermement au pouvoir, gouvernant sous la bannière de l'Émirat islamique d'Afghanistan. Ils opèrent via un gouvernement intérimaire plaçant des fidèles aux ministères clés. Mais leur régime manque de légitimité diplomatique. À ce jour, seule la Russie les a reconnus officiellement, tandis que les pays occidentaux et beaucoup d'États de la région refusent toujours une reconnaissance formelle en raison de violations des droits de l'homme. Le pays traverse une grave urgence humanitaire. Plus de 23 millions d'Afghans, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'aide pour la nourriture, l'eau, la santé et l'assainissement. Human Rights Watch et Amnesty International rapportent une répression sévère contre les femmes, les Syriens, les journalistes et les critiques, avec des interdictions d'éducation secondaire et universitaire pour les filles, l'exclusion des femmes des parcs et des lieux de travail, ainsi que le retour de châtiments brutaux, y compris les flagellations publiques et la lapidation. Parallèlement, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, et le juge en chef Haqqani, pour crimes contre l'humanité liés à la persécution des femmes et des filles. Les organisations non gouvernementales humanitaires et les donateurs bilatéraux restent engagés. Les États-Unis ont injecté plus de 20 milliards depuis 2021 en aide, mais la distribution demeure précaire, entravée par l'ingérence des talibans, les sanctions et la reconnaissance officielle limitée. Des pays comme l'Iran et le Pakistan continuant les expulsions massives vers l'Afghanistan, aggravant la crise pour les réfugiés de retour, en particulier les femmes. La sécurité en Afghanistan est devenue une mosaïque complexe. Alors que les talibans font face à des défis insurgés, tels que l'État islamique du Khorasan, le Tehrik-e-Taliban Pakistan et le Front national de résistance. Ils ont largement consolidé leur contrôle sur les structures de l'État. L'économie a diminué de 30 à 35% depuis la prise de pouvoir et reste dépendante de l'aide, mais la guerre civile à grande échelle s'est atténuée. La chute et la reprise de Kunduz en 2015 ont été un avertissement déguisé en tournant décisif. Cela a révélé la fragilité de l'État afghan, les limites de la stratégie internationale et l'évolution de l'approche des talibans en matière de guerre. Pourtant, même à ce moment-là, peu auraient pu prédire que seulement 6 ans plus tard, le même groupe reprendrait non seulement Kunduz, mais aussi la capitale Kaboul, et reprendrait les rênes du pouvoir sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, les talibans gouvernent à nouveau, mais leur gouvernement est accablé par l'isolement, paralysé par les sanctions et défini par la répression. Bien que le siège de Kunduz en 2015 se soit finalement terminé par une victoire pour le peuple afghan, à ce jour, leur avenir reste incertain.